Déménager aux États-Unis sans credit score, c'est un peu la galère, ça m'est arrivé et donc je partage avec vous mon expérience pour que, au cas où si ça vous arrive, que vous ayez toutes les clés en main pour éviter les erreurs que j'ai faites. Et il y en a pas mal. Warketeux, warketeuses, bonjour, je suis Olivier, entrepreneur à Los Angeles et aujourd'hui on va parler de déménager aux États-Unis sans credit score, à quoi s'attendre. Les Américains, eux, ne se posent pas la question puisque, vu qu'ils vivent aux États-Unis, ils ont tous un credit score, en tout cas quand ils sont en âge d'en avoir un. En revanche, quand on est étranger et qu'on arrive aux États-Unis, évidemment, on n'a pas de credit score et ça rend un petit peu les choses très compliquées, en tout cas au début. Et donc, je fais cette vidéo pour partager mon expérience avec vous, pour être sûr que déjà vous sachiez à quoi vous attendre si vous allez vivre un déménagement aux États-Unis ou si vous avez déjà déménagé aux États-Unis et que vous savez pas quoi faire, et cette vidéo est faite pour vous. Alors déjà, la première chose, c'est qu'est-ce qu'un credit score? Parce que nous, les Français, credit score, on sait pas trop ce que c'est. Et aux États-Unis, le credit score, c'est tout simplement un score qui est calculé par rapport à votre façon de gérer votre argent. Vos cartes de crédit, la façon dont vous gérez l'argent que vous récupérez de votre salaire, tout ça avec le temps, plus d'autres critères qui viennent s'accumuler, ça produit un score, sachant que ce credit score, il va de 300, qui est vraiment extrêmement pourri, genre t'as rien du tout, jusqu'à 850 qui est le max, le truc McBall, et qui est considéré comme extraordinaire. À partir de 700+, on considère que le credit score est plutôt bon. Et donc en gros, le credit score, ça permet à n'importe quelle institution, que ce soit une boutique, que ce soit une banque ou que ce soit n'importe qui, de savoir en gros si vous êtes solvable ou pas, et donc si vous êtes un bon payeur. Mais pour avoir un credit score, il faut avoir de l'ancienneté sur le territoire américain, et en plus, il faut avoir un Social Security Number, qui est en fait votre numéro de sécurité sociale. Alors ça peut paraître extrêmement bizarre en tant que Français de se dire que ton numéro de sécurité sociale c'est lié à ton credit score, mais il est où le rapport? Il n'y a aucun rapport, mais ça marche comme ça. C'est-à-dire que le numéro de sécurité sociale qui vous est adressé, qui est en fait l'ID unique pour chaque personne qui habite aux États-Unis, ce Social Security Number vient déclencher tout le background qui va avec vous, dont le credit score. Et donc la première question avant de parler de credit score, c'est de savoir comment avoir un Social Security Number. La première chose à faire si vous arrivez aux États-Unis pour y vivre, c'est vous débarquez, vous prenez vos petites affaires, vous les mettez à votre hôtel, et le lendemain matin, première chose, vous allez à la Social Security Administration, vous faites la queue, vous remplissez les papiers et vous demandez votre Social Security Number. Parce que entre le moment de la demande et le moment où vous allez recevoir votre carte de sécurité sociale à votre adresse, il va se passer à peu près 2-3 semaines. Et pendant ces 2-3 semaines, toutes les démarches administratives vont vraiment être très très compliquées. Parce qu'à chaque fois qu'on va vous demander quelque chose, on va vous demander en priorité votre SSN. Donc première chose à faire, bam! Social Security Administration pour demander votre numéro de sécurité sociale. Pendant ces 2-3 semaines où vous attendez votre numéro de sécurité sociale, vous n'allez pas vous tourner les pouces. Il va bien falloir faire des choses. Même si ça va être limité, vous avez quand même la possibilité de faire quelques trucs. La première, c'est d'aller dans une banque et d'ouvrir un compte en banque. Alors toutes les banques ne demandent pas forcément un Social Security Number pour ouvrir un compte en banque, notamment Bank of America, c'est là où je suis. Bank of America va vous demander différentes informations, et notamment si vous êtes employé, quel genre de salaire vous allez avoir, est-ce que vous avez une lettre d'employeur, etc. Et puis, ils vont vous dire, dès que vous avez votre numéro de sécu, vous venez, vous nous le donnez, mais en attendant, on va vous ouvrir un compte, vous allez déposer tant d'argent sur ce compte, et on va vous filer une carte de débit en attendant pour que vous puissiez commencer à faire vos petits achats. Côté logement, en attendant votre numéro de sécu, va pas vraiment y avoir moyen que vous recherchiez déjà un appartement. Ça peut pas se faire sans numéro de sécurité sociale, il n'y a pas moyen de vérifier si vous êtes légal sur le territoire américain, donc sans numéro de sécu, ça va pas le faire.
Donc en attendant, ça va être Airbnb, en tout cas louer un truc temporaire, pour faire en sorte que vous ayez une adresse pour pouvoir récupérer ce que vous avez récupéré, et puis surtout en attendant d'avoir votre numéro de sécurité sociale. C'est le même problème pour les transports. C'est-à-dire que si vous voulez acheter une voiture, louer une voiture en leasing, etc., malheureusement, il va vous falloir un permis de conduire, et donc pour passer le permis de conduire, il vous faut un numéro de sécurité sociale. Évidemment. Donc en attendant d'avoir votre SSN pour pouvoir passer le permis de conduire, pour pouvoir prendre une voiture en lease ou en acheter une, qu'est-ce qu'il va vous falloir? C'est louer une voiture. Louer une voiture chez Hertz, chez Budget, chez Europcar, chez qui vous voulez, sachant que vous avez le droit de conduire aux États-Unis avec votre permis français pendant 3 mois après votre arrivée, en toute légalité. Ça, il n'y a pas de souci. Au-delà de 3 mois, il vous faut un permis local. Donc, vous avez quand même 3 mois pour pouvoir, voilà, mais 3 mois de location de voiture, c'est pas optimal. Donc, en attendant d'avoir votre numéro de sécu, voiture de location chez Hertz, et puis dès que vous avez votre numéro de sécu, vous passez à l'étape suivante. Et donc l'étape suivante, c'est quand vous avez reçu votre numéro de sécurité sociale. Vous allez recevoir votre petite carte avec votre nom, votre numéro de sécurité sociale, etc. Ça veut dire que vous êtes légal aux États-Unis et que vous pouvez commencer à faire des démarches officielles. Et ça fait du bien quand on le reçoit. Ça débloque énormément de choses. Donc, première chose, c'est de retourner à votre banque. Vous leur donnez votre numéro de sécurité sociale. Et donc, à partir de là, vous pouvez demander à avoir une carte de crédit temporaire. Alors, c'est pas vraiment une carte de crédit, en fait, c'est une carte de crédit prépayée. Vous mettez de l'argent dessus, et après, vous pouvez l'utiliser comme une carte de crédit normale pour commencer petit à petit à bâtir votre credit score. Votre debit card, qui est en fait une carte de débit immédiat, vous construisez pas forcément votre credit score à partir de cette carte-là. Donc, avec votre numéro de sécurité sociale, vous pouvez commencer à avoir une carte de crédit un peu comme les jeunes. Tu mets 500 balles dessus, tu les dépenses en crédit, dès que c'est fini, tu remets 500 balles dessus, etc. etc., etc. Moi, c'est quelque chose qu'on m'a proposé, je ne l'ai pas utilisé au début, j'aurais dû. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Pour le logement, vous allez commencer, une fois que vous avez votre numéro de sécurité sociale, à chercher un logement. Sachant que votre numéro de sécurité sociale va afficher un credit score qui n'existe pas encore, mais grâce à ce numéro de sécu, vous allez quand même pouvoir commencer les démarches, et donc, soit, vu que votre credit score lié à votre Social Security Number va être inaccessible, voire nul, soit vous allez être refusé direct, et là au moins ce sera clair et net, soit il y a des chances qu'on vous demande un dépôt de garantie un petit peu plus important, donc peut-être 2 ou 3 mois d'avance, ou alors d'autres garanties, peut-être des papiers de votre employeur ou ce genre de choses, pour compenser le fait que vous n'ayez pas de credit score. Sinon, il y a aussi des complexes avec piscine, salle de sport, etc. qui ont l'habitude d'accueillir des étrangers, qui sont plutôt flexibles sur le côté pas de credit score, sur les déposits qui sont vraiment assez bas. En revanche, une fois que vous avez dépassé le lease d'1 an où vous êtes obligé de rester pendant 1 an, ils peuvent vous augmenter le loyer, mais genre bien comme il faut, genre 10 ou 20% d'augmentation d'une année à l'autre. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, je me suis tapé 10% d'une année à l'autre sur mon loyer. J'ai pas compris comment ça c'est possible, mais c'est totalement légal. Il faut pas hésiter à redéménager, puisque au bout d'1 an, vous aurez un credit score qui commencera à être bâti, qui sera en espérant pas trop dégueu, et donc là vous pourrez commencer à avoir des appartements un petit peu plus sympas. Mais en tout cas la première année, il faut faire avec. Par rapport à l'appartement, évidemment il va vous falloir ce qu'on appelle les utilities, donc les trucs de base, donc l'électricité, le gaz, et puis internet. Le problème, c'est que sans votre Social Security Number, c'est quasiment impossible d'ouvrir une nouvelle ligne d'électricité, par exemple. Donc, du coup, dès que vous avez votre numéro de sécurité sociale, dès que vous avez votre appartement, il va falloir ouvrir le compte électrique
le compte eau, en règle générale ça se fait ensemble, le gaz, et puis internet. Et là pour le coup c'est un petit peu compliqué parce que vous n'avez pas de credit score, donc sans credit score, eh ben, ils vont vous demander de vous déplacer directement sur place pour déposer un peu de cash, pour être sûr que vous avez les moyens de payer et d'avoir un petit déposit au cas où ça se passe mal. Moi j'avais déposé genre 2 ou 3 mois d'avance, c'était genre 50 balles pour l'électricité, c'était pas grand chose. Pareil pour le gaz, qui est un autre endroit, c'était pas grand chose non plus. En revanche, pour internet, c'était un petit peu plus compliqué parce que j'étais obligé d'aller chez Spectrum. Et Spectrum, pour le coup, eux, ils demandent un petit peu plus, sachant qu'internet ça coûte quand même 60-70 balles par mois pour avoir une connexion relativement ok. Et donc là, je crois que j'ai dû déposer 2 mois d'avance. Donc encore une fois, il faut déposer de l'argent, il faut aller chercher le modem, faut faire la queue sur place, ça prend des plombes, c'est chiant, mais une fois que c'est fait, c'est fait. Et ça, pour le coup, c'est libérateur. Et ensuite, une fois que vous avez aussi votre numéro de sécurité sociale, vous allez pouvoir regarder les voitures, soit pour en acheter une, soit pour en prendre une en leasing. Encore une fois, avant cette étape, il faut passer son permis de conduire. L'avantage, c'est que ça coûte 30 ou 40 balles de passer son permis de conduire. Ça se passe en 2 étapes. Il y a le code d'un côté, donc la partie écrite, et après, il y a la partie conduite derrière le volant. L'avantage, c'est que quand on a déjà son permis français, on a juste à passer l'écrit. Et une fois qu'on a passé l'écrit, qui est quand même une formalité, parce que ça prend un quart d'heure à tout péter, on a la possibilité d'avoir un permis de conduire temporaire. Et donc ce permis de conduire temporaire permet déjà d'acheter une voiture, alors qu'on n'a pas encore passé le test behind the wheel. Ne me demandez pas pourquoi, c'est complètement déconnant. Une fois que vous avez ce written test dans la poche, vous avez 3 mois pour passer votre permis derrière le volant. Et donc ça vous permet d'acheter une voiture, ou alors d'en prendre une en leasing, et de passer votre deuxième partie du test du permis de conduire en attendant. En revanche, il faut faire attention, parce que sans credit score, encore une fois, vous n'allez pas avoir de crédit pour acheter une voiture. Ou alors, ça va être très compliqué et les crédits risquent d'être vraiment très élevés. Le mieux pour avoir un crédit sans credit score, c'est d'avoir une lettre, encore une fois, de votre employeur. Donc le contrat, en règle générale, le contrat de travail, même si c'est pas vraiment un contrat, c'est plus une lettre de votre employeur, qui justifie votre futur salaire. Et donc c'est ça qui va déterminer ou pas si le revendeur de bagnole va vous accorder un crédit. Le lease, au début, sans credit score, ça paraît très compliqué. Ou alors ça va vous coûter vraiment 2 fois plus qu'un lease normal. Donc la chose la plus sûre, c'est de pouvoir acheter une voiture d'occasion en cash. 100% cash, c'est-à-dire down payment 100%, on l'achète, on passe des gants, on récupère les clés et on est parti. Moi c'est ce que j'ai fait, donc j'ai pris une Mini Cooper pas trop chère, etc. Ça fait le job, je l'ai toujours d'ailleurs, 6 ans plus tard. Comme quoi, ça fait vraiment le job. Payer cash, c'est quand même la solution la plus simple. Sachant qu'il ne faut pas oublier une autre chose, c'est que quand vous venez de récupérer votre permis aux États-Unis, vous êtes considéré par la plupart des assurances auto comme jeune conducteur. Certaines assurances peuvent considérer votre ancienneté de conducteur en France, mais dans ces cas-là, il faut avoir une attestation de votre ancien assureur en France, même si c'est en français, c'est pas grave, qui va vous permettre de justifier que vous n'avez pas eu d'accident, que vous êtes un bon conducteur depuis PP premier et que vous avez une ancienneté de tant d'années. Sinon, l'assurance de la voiture, si vous avez acheté la voiture et que vous n'avez pas d'assurance, vous n'allez pas repartir avec parce que les mecs ils vont pas vous laisser repartir sans assurance, et que une assurance jeune conducteur, ça peut coûter 2 à 3 fois plus cher. Moi, les premières quotes que j'ai eues, c'était 300 ou 400 balles, je crois que c'est progressive, juste pour l'assurance de la voiture qui, elle-même, coûtait déjà presque 400 balles. Donc 800 balles par mois pour avoir la voiture et l'assurance pour pouvoir conduire légalement, ça fait cher. Donc faites attention, Geico notamment considère votre ancienneté, et donc du coup ça descend tout de suite l'assurance de la voiture à 150 balles au lieu de 300 ou 400. C'est pas négligeable,
Et ça, bah, pour le coup, quand on n'est pas au courant et qu'on est en mode panique, quelle est votre assurance et que tu vois que c'est 300 ou 400 balles au téléphone, sinon tu repars pas avec la voiture, c'est compliqué. Donc ça aussi, ce sont des choses qu'il faut absolument prendre en compte quand vous n'avez pas de credit score et que vous avez absolument besoin d'une voiture, ce qui est en règle générale le cas quand vous déménagez aux États-Unis. Petite chose aussi, qui est rigolote, téléphone portable, sans Social Security Number, oublié. Donc en attendant, gardez votre forfait français aux États-Unis en attendant de pouvoir ouvrir une ligne locale. Et une fois que vous avez votre SSN, vu que vous n'aurez pas de credit score, on va pas vous filer un forfait régulier normal. Ça, c'est pour les gens qui ont un credit score, même s'il est pourri. Ça, c'est pas pour vous. Vous, en attendant, vous êtes obligé d'avoir un forfait prépayé. Prépayé comme les ados. Et en gros, ce truc prépayé, ça coûte un peu plus cher. Moi, j'avais un truc prépayé avec 3 gigas de données, SMS illimité, appels illimités, etc. Bon, ça fait le job. J'ai eu ça pendant plus de 6 mois. À côté, j'ai acheté un téléphone, un iPhone cash, parce qu'encore une fois, je ne pouvais pas acheter un téléphone à crédit parce que j'ai pas de credit score. Donc j'ai été obligé d'acheter un téléphone cash. Donc j'avais un iPhone 6, même pas, je crois que c'était un iPhone pourri au début pendant 6 mois. Mais encore une fois, c'est le genre de truc auquel il faut s'attendre. Pas de Social Security Number, pas de téléphone. Pas de credit score, mais un Social Security Number, et ben téléphone prépayé. Ça en fait des choses hein, à penser. Hein. Franchement, c'est vraiment pas évident au début. Et encore, j'oublie encore plein d'autres choses. Mais ça, c'est vraiment le résumé du résumé. Donc pour résumer, vous arrivez, première chose, vous allez demander votre numéro de sécurité sociale. Sans numéro de sécurité sociale, vous n'allez pas avoir la possibilité de faire beaucoup de démarches. Et une fois que vous avez votre numéro de sécurité sociale, vous n'aurez toujours pas de credit score, parce que le credit score, ça prend entre 6 et 9 mois à commencer vraiment à décoller et surtout à apparaître. Et donc du coup, juste avec ce Social Security Number, mais sans credit score, voilà à quoi vous pouvez vous attendre. C'est un peu le parcours du combattant, c'est un petit peu comme dans les 12 cerveaux d'Astérix, la maison des fous. Pas de Social Security Number, ça veut dire pas de credit score. Pas de credit score, ça veut dire pas de ça, pas de ça, pas de ça. Donc, pour résumer, le credit score, vous n'en aurez pas avant 6 à 9 mois. Donc, déménager aux États-Unis sans credit score, c'est compliqué. Il faut prévoir un minimum de cash, surtout pour l'appartement, surtout pour la voiture. Mais au-delà de ça, une fois que vous commencez à avoir un credit score, là pour le coup ça commence à être un petit peu sympa, mais en attendant, bienvenue dans la galère. Voilà ce que je peux vous dire sur déménager aux États-Unis sans credit score, à quoi s'attendre. Attendez-vous à pas mal de galères, mais franchement ça se fait. Il faut juste connaître un petit peu, savoir déjà à quoi s'attendre, savoir que ça va être galère, mais éviter les pièges. J'espère que cette vidéo en tout cas vous aidera. Et puis en attendant, je vous dis à la prochaine vidéo, peut-être parlant de comment bâtir son credit score. Allez, bye.